Chapitre 18. Assassinat. Un Breton étoile, conseiller privé du roi Subtil, effectua une étude approfondie de la forgisation, durant la période précédant les guerres contre les pirates rouges. Le texte suivant est tiré de ses tablettes. Netta, fille de Gilles, pêcheur, et de Rida, fermière, fut capturée vivante dans son village de Bonneau le 17e jour après la fête du printemps. Les pirates rouges la forgisèrent et la renvoyèrent chez elle 3 jours plus tard. Son père avait été tué lors du raid, et sa mère, qui avait 5 autres enfants plus jeunes, ne put guère s'occuper d'elle. À l'époque de sa forgisation, elle avait 14 étés. Je la pris en charge 6 mois plus tard. Quand on me l'amena, elle était sale, dépenaillée, et gravement affaiblie par le manque de nourriture et une existence quasi sauvage. Selon mes instructions, on la nettoya, on l'habilla, et on lui fournit un logement voisin du mien. Je procédais avec elle comme avec un animal indompté. Chaque jour, je lui apportais moi-même ses repas, et je demeurais auprès d'elle pendant qu'elle mangeait. Je veillais à ce qu'il fît toujours bon dans sa chambre, que sa literie fût propre, et qu'elle disposât des commodités qu'apprécie la gente féminine. De l'eau pour la toilette, des brosses et des peignes, bref, tout ce qui est nécessaire à une femme. De plus, je lui fis apporter diverses fournitures de broderie, car j'avais appris qu'avant d'être forgisée, elle aimait beaucoup ce genre d'ouvrage d'agrément, et qu'elle en avait exécuté plusieurs de façon fort habile. Mon intention derrière tout cela était de vérifier si, dans un cadre apaisant, un individu forgisé ne pouvait retrouver un semblant de son ancienne personnalité. Même une bête sauvage aurait perdu de sa rétivité dans ces circonstances. Mais Netta, elle, réagissait à tout avec indifférence. Elle avait perdu non seulement ses manières féminines, mais également le bon sens le plus primaire. Elle mangeait à satiété, avec ses doigts, puis laissait choir la nourriture en excès, sans se soucier de marcher dessus. Elle ne se lavait pas, et ne prenait en aucune façon soin d'elle-même. Les animaux, pour la plupart, ne souillent qu'un coin réservé de leur tanière. Mais Netta agissait comme une souris qui lâche ses déjections n'importe où, jusque et y compris dans la literie. Elle était capable de parler intelligemment, si elle en avait envie, ou si elle désirait suffisamment quelque objet. Quand elle s'exprimait d'elle-même, c'était en général pour m'accuser de la dépouiller, ou pour émettre des menaces contre moi, si je tardais à lui donner l'objet de sa convoitise. Elle ne manifestait habituellement que haine et suspicion envers moi. Elle ne réagissait nullement à mes efforts de conversation, et ce n'est qu'en échange de nourriture que je réussissais à lui arracher des réponses. Elle se souvenait parfaitement de sa famille, mais ne s'inquiétait pas de son sort, et me répondait sur ce sujet, comme elle m'aurait parlé du temps qu'il faisait la veille. De l'époque de sa forgisation, elle disait seulement que les prisonniers étaient enfermés dans le ventre du navire et qu'il y avait peu à manger, et tout juste assez d'eau. Autant qu'elle s'en souvint, on ne lui avait pas donné d'aliments insolites, et on ne lui avait rien fait de particulier. Elle ne put donc me fournir aucun indice sur le mécanisme de la forgisation proprement dite. Ce fut pour moi une profonde déception, car j'avais espéré qu'en découvrant le principe, je pourrais découvrir l'antidote. Je tentai de réintroduire en elle un comportement humain en la raisonnant, mais ce fut un échec. Elle comprenait mes paroles apparemment, mais elle n'en tenait pas compte. Même lorsque je lui remettais 2 morceaux de pain en la prévenant qu'elle devait en garder un pour le lendemain, car elle n'en aurait pas d'autre, elle laissait tomber le second par terre, le piétinait par négligence, et le jour suivant, elle mangeait ce qu'il en restait, sans se soucier de sa saleté. Elle ne témoignait pas le moindre intérêt pour la broderie, ni pour aucun autre passe-temps, ni même pour les jouets d'enfants aux couleurs vives. Quand elle n'était pas en train de manger ou de dormir, elle restait simplement assise ou allongée, l'esprit aussi inerte que le corps. Placée devant des friandises ou des pâtisseries, elle dévorait jusqu'à s'en faire vomir, puis recommençait à se goinfrer. Je la traitais avec toutes sortes d'élixirs et d'infusions. Je la fis jeûner, je lui fis prendre des bains de vapeur, je la purgeai, je la douchai à l'eau brûlante et à l'eau glacée, sans autre effet que de la mettre en colère. Je la droguai pour la faire dormir un jour et une nuit d'affilée, sans résultat. Je lui fis boire de l'écorce elfique,
ce qui l'empêcha de fermer l'œil pendant 2 nuits de rang, et ne fit que la rendre irritable. Je la comblais pendant un temps de cadeaux et de gentillesses, mais de même que quand je lui imposais les restrictions les plus draconiennes, elle ne réagit pas, et conserva la même attitude envers moi. Lorsqu'elle avait faim, j'obtenais des sourires et des marques de politesse quand je les demandais, mais dès lors qu'elle avait de quoi manger, ordre et prière demeuraient lettre morte. Elle était violemment jalouse de son territoire et de ses biens. Plus d'une fois, elle fit mine de m'attaquer, tout simplement parce que je m'étais trop approché de sa nourriture. Et en une occasion, parce qu'elle avait eu soudain envie d'un anneau que je portais au doigt. Elle tuait régulièrement les souris attirées par la malpropreté des lieux en les saisissant avec une vivacité stupéfiante et en les projetant de toutes ses forces contre les murs. Un chat, qui s'était aventuré un jour dans ses appartements, connut un sort semblable. Elle semblait n'avoir qu'une très vague notion du temps écoulé depuis sa forgisation. Elle était capable, si on le lui ordonnait alors qu'elle avait faim, de parler avec précision de son existence antérieure, mais la période d'après sa capture n'était plus pour elle qu'un long hier. En étudiant Netta, je ne parvins pas à déterminer si, pour la forgiser, on lui avait ajouté ou ôté quelque chose. J'ignorais s'il s'agissait d'un principe qu'elle avait consommé, inhalé, entendu ou vu. Je ne savais même pas si c'était l'œuvre d'un homme ou celle d'un démon marin comme certains habitants des confins s'en prétendent maîtres. De cette longue et fastidieuse expérience, je n'appris rien. Un soir, je mélangeai une triple dose de potion soporifique à l'eau de Netta, puis je la fis toiletter, peigner et renvoyer à son village pour y être enterrée décemment. Au moins une famille pouvait mettre un point final à une histoire de forgisation. Bien d'autres se demanderont encore pendant des mois et des années ce qu'il a pu advenir d'êtres qui leur étaient chers. Mieux vaut dans bien des cas qu'elles n'en sachent rien. Plus d'1 millier d'âmes avaient, à l'époque, subi la forgisation. Buric n'avait pas parlé en l'air. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Je n'étais plus le bienvenu aux écuries, ni au chenil, ce dont Cobb se réjouissait avec une satisfaction mauvaise. Il accompagnait souvent Royal dans ses déplacements, mais lorsqu'il se trouvait aux écuries, il était toujours là pour m'en barrer l'entrée. « Permettez-moi de vous amener votre monture, maître, » me disait-il d'un ton obséquieux. « Le maître d'écurie préfère que ce soit les palefreniers qui s'occupent des animaux dans les stalles. » Et je devais rester à la porte, comme un hobereau incompétent, pendant qu'on sellait et qu'on sortait suie à ma place. C'était Cobb en personne qui nettoyait son box, qui lui apportait son fourrage et qui la pansait, et j'avais l'impression qu'un acide me rongeait le cœur quand je voyais avec quelle joie elle l'accueillait. Je me répétais que ce n'était qu'un cheval, qu'on ne pouvait pas lui en vouloir, mais je me sentais encore une fois abandonné. Du coup, je me retrouvais avec trop de temps libre. J'avais toujours passé toutes mes matinées à travailler avec Buric, et voici qu'elles étaient à moi. Odd entraînait les novices aux techniques de défense, et elle accepta que je m'exerce avec eux. Mais c'étaient des leçons que j'avais apprises depuis longtemps. Gérepu était absent pour l'été, comme tous les ans. Patience. Je ne voyais aucun moyen satisfaisant de m'excuser auprès d'elle. Quant à Molly, je n'y pensais même pas. Jusqu'à mes soirées dans les tavernes de Castelserre, qui se passaient dans la solitude. Kerry était entré en apprentissage auprès d'un marionnettiste, et Dirk s'était fait matelot. J'étais seul et désœuvré. Ce fut un triste été, et pas uniquement pour moi. J'avais beau être seul, aigri, aboyer au nez des imprudents qui m'adressaient la parole et m'enivrer à mort plusieurs fois par semaine, je restais néanmoins conscient des tourments que subissaient les Siduchés. Les pirates rouges, avec une audace jusque-là inconnue, mettaient nos côtes à sac, et cet été-là, en plus de leurs menaces, ils commencèrent à formuler des exigences. Ils demandaient du grain, du bétail, le droit de prendre ce qui leur plaisait dans nos ports, d'accoster sur notre littoral et de rançonner le pays et ses habitants pendant l'été, de réduire nos compatriotes en esclaves. Chaque revendication était plus intolérable que la précédente, et plus insupportable encore les forgisations qui suivaient chaque nouveau refus du roi.
Les gens fuyaient les ports et les villes côtières. On ne pouvait guère le leur reprocher, mais cet exode laissait nos côtes d'autant plus vulnérables. De nouveaux soldats furent engagés, puis d'autres encore, si bien qu'il fallut augmenter les impôts pour les payer, et le peuple se mit à murmurer, écartelé entre le poids des taxes et la peur des pirates rouges. Plus étrange, des Outriliens se présentèrent à nos côtes à bord de leurs bateaux familiaux, ayant délaissé leurs navires de combat pour demander asile à notre peuple, et ils rapportèrent des récits effarants sur le chaos et la tyrannie qui régnait dans les îles d'outre-mer, où la domination des pirates rouges était désormais absolue. Leur arrivée fut perçue avec des sentiments mêlés, et s'ils grossirent les rangs de l'armée pour une solde de misère, rares furent ceux qui leur accordèrent toute leur confiance. Mais au moins, si certains avaient envisagé de céder aux exigences des pillards, les descriptions pitoyables que les immigrants firent des îles d'outre-mer sous la botte des pirates les en détournèrent promptement. Environ un mois après mon retour, Imbre m'ouvrit sa porte. Maussade de n'avoir pas été appelé plus tôt, je montais les marches plus lentement que jamais. Mais quand je parvins en haut, il leva un visage las du mortier où il broyait des graines. « Je suis content de te voir, » dit-il d'une voix où ne perçait nul plaisir. « C'est sans doute pour ça que vous vous êtes empressé de m'accueillir quand je suis rentré, » remarquai-je d'un ton mordant. Il interrompit son ouvrage. « Je m'excuse. J'ai pensé que tu avais peut-être besoin de rester seul un moment pour te remettre. » Ses yeux revinrent sur les graines. « Pour moi non plus, l'hiver et le printemps n'ont pas été cléments. Veux-tu bien que nous laissions le temps passer derrière nous et que nous nous mettions au travail ?» Il avait fait cette proposition sur un ton calme et raisonnable, et je la savais sage. « Ai-je le choix ?» demandai-je, sarcastique. Imbre acheva de moudre ses graines. Il fit tomber la poudre dans un crible fin qu'il posa sur une tasse. « Non, » dit-il enfin, comme s'il avait soigneusement réfléchi à ma question. « Et moi non plus. Dans bien des domaines, nous n'avons jamais le choix. » Il me regarda, m'examina de pied en cap, puis touilla sa mouture. « Tu vas cesser de boire autre chose que de l'eau ou du thé pour le restant de l'été. Ta sueur pue le vin, et pour quelqu'un d'aussi jeune, tu as les muscles flasques. Un hiver à pratiquer les méditations de Galène n'a fait aucun bien à ton organisme. Occupe-toi de lui donner de l'exercice. Oblige-toi, dès aujourd'hui, à grimper 4 fois par jour au sommet de la tour de vérité. Tu lui apporteras à manger, et les infusions que je t'apprendrai à préparer. Et tu ne te présenteras jamais la mine renfrognée, mais toujours avenant et enjoué. Peut-être qu'au bout de quelques jours à t'occuper de vérité, tu comprendras que j'avais de bonnes raisons pour te négliger un peu. Voilà ce que tu feras chaque jour que tu passeras à Castelserre. À certains autres moments, tu exécuteras des missions que je te confierai. » Imbre n'avait pas eu besoin d'un long discours pour éveiller en moi un sentiment de honte. La perception que j'avais de mon existence tomba en quelques instants de son piédestal tragique dans une commisération typiquement adolescente. « C'est vrai, je n'ai pas fait grand-chose ces derniers temps, » reconnus-je. « Tu as fait l'imbécile, » renchérit Imbre. « Tu disposais de tout un mois pour prendre en charge ta propre vie. Tu t'es conduit comme un enfant gâté. Je comprends le dégoût que tu inspires à Burick. » Depuis longtemps, je ne m'étonnais plus de ce que Imbre parvenait à savoir. Mais cette fois, j'étais certain qu'il ignorait la vraie raison de ma brouille avec Burick, et je n'avais aucune envie de la lui apprendre. « As-tu découvert qui a voulu le tuer ?» À vrai dire, je n'ai pas cherché. Imbre eut une expression méprisante, qui se mua bientôt en perplexité. « Mon garçon, tu n'es plus toi-même. Il y a 6 mois, tu aurais mis les écuries sans dessus-dessous pour résoudre ce mystère, et avec un mois de vacances devant toi, tu aurais trouvé à t'occuper tous les jours. Qu'est-ce qui te perturbe ainsi ?» Je baissai les yeux, touché par la vérité de ses paroles. J'avais envie de lui révéler tout ce qui m'était arrivé, mais en même temps, je ne me résolvais pas à en parler à quiconque. Je vais vous dire tout ce que je sais sur l'attaque dont Burick a été victime.
et je m'exécutais. « Et le témoin de la scène ?» demanda Imbre quand j'eus fini. « Connaissait-il l'homme qui s'en est pris à Burick ?» Je biaisais. Il ne l'a pas bien vu. Inutile d'aller lui raconter que je savais exactement quelle était son odeur, mais que je n'avais de lui qu'une vague image visuelle. Imbre se tut un moment. « Eh bien, laisse traîner tes oreilles autant que tu le peux. J'aimerais savoir qui a trouvé le courage de vouloir tuer le maître des écuries du roi dans son propre fief. » « Vous ne pensez donc pas que c'est à cause d'une querelle personnelle de Burick ?» demandai-je. « Si, peut-être, mais gardons-nous de sauter aux conclusions. Pour moi, cela sent sa manœuvre. Quelqu'un est en train d'édifier quelque chose, mais il a raté la pose de la première pierre. C'est à notre avantage, du moins je l'espère. Vous pouvez me dire ce qui vous le fait croire ? Je le pourrais, mais je n'en ferai rien. Je veux que tu gardes l'esprit libre, que tu parviennes à tes propres hypothèses, indépendantes des miennes. Et maintenant, viens, je vais te montrer les infusions. » Je le suivis, vexé qu'il ne m'ait pas posé de questions sur mon apprentissage auprès de Galène, ni sur mon épreuve. J'avais l'impression que, pour lui, mon échec était de toute façon inéluctable. Mais la susceptibilité fit place en moi à l'horreur quand il m'indiqua les ingrédients qu'il avait choisis pour vérité. C'étaient des stimulants terriblement puissants. Je ne voyais plus guère vérité ces derniers temps, alors que Royal n'était que trop visible à mon goût. Il avait passé le mois précédent à voyager, il venait toujours d'arriver de quelque part, il était toujours sur le point d'aller ailleurs, et chacun de ses cortèges était plus somptueux et plus riche que le précédent. À mes yeux, il prenait prétexte de faire sa cour au nom de son frère pour se parer de plumes plus éclatantes que celles de n'importe quel pan. L'opinion générale n'y trouvait rien à redire. Il fallait impressionner les gens avec qui il négociait. À mon avis, c'était gaspiller de l'argent qui aurait dû servir à la défense du royaume. Je soufflais pendant les absences de Royal, car son aversion pour moi avait franchi un nouveau palier, et il avait inventé toutes sortes de petites façons de me l'exprimer. Les rares fois où j'avais aperçu Vérité ou le roi, ils m'avaient tous deux paru tourmentés et exténués. Vérité surtout semblait presque hébété. Inexpressif et distrait, il n'avait remarqué ma présence qu'en une seule occasion, et alors il avait souri d'un air las en disant que j'avais grandi. Notre conversation n'était pas allée plus loin, mais j'avais observé qu'il mangeait comme un malade, sans appétit, et qu'il ne se nourrissait que de gruau et de soupe en évitant la viande et le pain, comme s'il n'avait plus la force de les mâcher. « Il se sert trop de lard, » dit Imbre. « C'est tout ce que Subtil a pu me révéler. » Mais pourquoi cela l'épuise à ce point? Pourquoi cela lui consume la chair sur les os? Il ne peut pas me l'expliquer. Aussi, je lui prescris des toniques et des élixirs et j'essaie d'obtenir qu'il se repose, mais en vain. Il n'ose pas, me dit-il. Il prétend devoir mettre toute son énergie à tromper les navigateurs de navires rouges, à envoyer leurs vaisseaux sur les rochers, à démoraliser leurs capitaines. Et puis, il se relève de son lit. Il s'assoit dans son fauteuil près de la fenêtre, et il y reste toute la journée. Et le clan de Galène, il ne lui sert donc à rien? J'avais posé la question presque avec jalousie, en espérant à demi que mes anciens condisciples étaient inutiles. Imbre soupira. « Je crois que Vérité utilise ses membres comme j'emploierais des pigeons voyageurs. Il les a disséminés dans les différentes tours de guet pour qu'ils transmettent ses avertissements aux soldats et lui relaient les alertes aux pirates. Mais il se réserve la défense des côtes. Lui seul possède l'expérience nécessaire, me répète-t-il. D'autres trahiraient leur présence à ceux qu'ils essaieraient d'influencer. Je ne comprends pas bien, mais ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas continuer ainsi. J'appelle de tous mes vœux la fin de l'été, le retour des tempêtes d'hiver qui chasseront les pirates rouges. Il faudrait quelqu'un pour le relever dans cette tâche, car j'ai peur qu'il ne s'y consume. » Je pris cela pour un reproche de mon échec, et je gardai un silence maussade, tout en allant et venant dans la pièce. Après tous ces mois d'absence, elle m'apparaissait à la fois familière et insolite.
Comme d'habitude, l'attirail d'herboristerie d'Imbre était éparpillé en pagaille dans tous les coins. La présence de rôdeurs se manifestait partout par de petits bouts d'os à l'odeur nauséabonde. Et toujours une profusion de tablettes et de rouleaux de parchemin qui s'amoncelaient au pied de divers fauteuils et dont la plupart traitaient apparemment des anciens. Je passais de l'un à l'autre, intrigué par les illustrations en couleurs. Sur une tablette, plus vieille et plus travaillée que les autres, était représenté un ancien sous la forme d'une espèce d'oiseau doré pourvu d'une tête humaine, elle-même surmontée d'une coiffure qui évoquait des piquants de porc-épic. J'essayais de déchiffrer le texte qui accompagnait le dessin. C'était du piche, un antique idiome de Chalcède, le duché le plus méridional du royaume. La peinture de nombreux symboles avait pâli ou s'était écaillée, et je n'avais jamais lu le piche couramment. Imbre vint à mes côtés. « Tu sais, dit-il avec douceur, cela ne m'a pas été facile, mais j'ai dû tenir parole. Galen exigeait un contrôle absolu de ses étudiants. Il avait expressément stipulé que nul ne devait avoir de rapport avec toi, ni intervenir en aucune façon dans ton apprentissage de l'art et de sa discipline. Et comme je t'en avais averti, dans le jardin de la reine, je suis aveugle et sans influence. » Je le savais, marmonnai-je. Néanmoins, je n'ai pas condamné le geste de Buric. Seule la parole que j'avais donnée au roi m'a empêché de t'appeler chez moi. Il se tut, puis, lentement. Ça n'a pas été agréable. Je le sais, et je regrette de n'avoir pu t'aider. Mais ne prends pas trop au tragique d'avoir échoué, terminai-je à sa place, tandis qu'il cherchait un terme plus édulcoré. Je soupirais, et j'acceptais soudain la souffrance qui me rongeait. N'en parlons plus, Imbre. Je ne peux rien y changer. Je sais. Puis, avec circonspection, mais peut-être pouvons-nous tirer profit de ce que tu as appris de l'art. Si tu m'aides à le comprendre, je serai peut-être plus à même de soutenir vérité. C'est un savoir qui a été gardé secret pendant tant et tant d'années. On en parle à peine dans les anciens manuscrits, sinon pour dire que l'art du roi a donné la victoire à ses soldats lors de telle ou telle bataille, ou que l'art du roi a désorienté tel ou tel ennemi, mais rien sur ses principes ni... L'étau du désespoir m'en serrait à nouveau. C'est inutile. Ce n'est pas le rôle d'un bâtard de savoir ces choses. Je crois l'avoir prouvé. Il y eut un long silence, puis Imbre poussa un profond soupir. Possible. Bien. Je me suis également penché sur la forgisation ces derniers mois, mais tout ce que j'ai appris, c'est ce que ce n'est pas et ce qui n'est pas efficace pour lutter contre ce fléau. Le seul traitement que j'ai trouvé est le plus ancien que l'on connaisse, et celui qui guérit de tout. Je roulais, puis ficelais le manuscrit que je tenais avec le sentiment de savoir ce qui allait suivre. Je ne me trompais pas. Le roi m'a confié une mission pour toi. En l'espace de 3 mois cet été-là, je tuais 17 fois pour le roi. Si cela ne m'était pas déjà arrivé, volontairement, ou pour me défendre, j'y aurais peut-être eu plus de mal. Ma mission était simple, en apparence. Je partais avec un cheval et des paniers de pain empoisonnés, et j'empruntais les routes où des voyageurs disaient avoir été attaqués. Lorsque les forgisés s'en prenaient à moi, je me sauvais en semant des pains derrière moi. Si j'avais été un homme d'armes ordinaire, j'aurais peut-être eu moins peur. Mais toute mon existence, j'avais compté sur mon vif pour m'avertir de la présence d'intrus, et cette mission revenait pour moi à travailler sans me servir de mes yeux. De plus, je m'aperçus rapidement que tous les forgisés n'avaient pas été autrefois cordonniers ou tisserands. La deuxième bande que j'empoisonnais comptait plusieurs soldats, et j'eus de la chance que la plupart fussent occupés à se disputer les morceaux de pain lorsqu'on m'arracha de ma selle. Je reçus un bon coup de poignard, dont je garde encore aujourd'hui la cicatrice à l'épaule gauche. Ces hommes étaient vigoureux, efficaces, et ils semblaient se battre de façon organisée, peut-être à cause de la formation militaire qu'ils avaient reçue à l'époque où ils étaient encore complètement humains.
J'étais prêt d'y laisser la vie lorsque je me mis à crier qu'ils étaient stupides de lutter avec moi pendant que les autres dévoraient tout le pain. Du coup, ils me lâchèrent, je remontai à cheval tant bien que mal et m'enfuis. Les poisons employés n'étaient pas plus cruels que nécessaire, mais pour qu'ils soient efficaces, même à toute petite dose, nous n'utilisions que les plus violents. Les forgisés ne mouraient donc pas paisiblement, mais Imbre s'efforçait de leur procurer une mort rapide. À les voir se jeter avidement sur l'instrument de leur destin, je n'avais pas besoin d'assister à leurs convulsions écumantes, ni même de constater la présence de leurs cadavres sur le bord de la route. Lorsque la nouvelle du décès de plusieurs forgisés parvint à Castelserre, Imbre avait déjà fait courir la rumeur qu'ils étaient sans doute morts d'avoir voulu manger du poisson gâté, trouvé dans une rivière à frais. Les familles récupérèrent les corps pour leur donner une sépulture décente. Elles étaient sûrement soulagées, et les forgisés, eux, avaient connu une fin plus rapide que la mort par manque de nourriture pendant l'hiver. Ainsi, je m'habituais peu à peu à tuer. Et j'avais près d'une vingtaine de victimes à mon tableau de chasse lorsque je dus regarder un homme en face avant de l'abattre. Cette mission-là ne fut pas non plus aussi difficile qu'elle aurait pu l'être. Il s'agissait du seigneur d'un petit territoire non loin de Turlac, qui dans un accès de colère et selon l'histoire qui parvint à Castelserre, aurait frappé la fille d'une servante, ce qui l'aurait rendue idiote. Il n'en avait pas fallu plus pour faire froncer les sourcils au roi subtil. Mais le hobereau avait proposé de payer la dette du sang, et, en acceptant, la servante avait renoncé à toute intervention de la justice du roi. Cependant, quelques mois plus tard, un cousin de la fille s'était présenté à la cour, et avait demandé une audience privée au roi. On m'envoya vérifier ses dires, et je constatai que le hobereau maintenait la jeune fille attachée comme un chien au pied de son fauteuil, et de plus, qu'elle avait le ventre qui s'arrondissait. Je trouvai facilement l'occasion, profitant de ce qu'il m'offrait du vin, tout en me demandant les dernières nouvelles de la cour, de lever sa coupe de cristal face à la lumière, pour m'extasier sur la qualité du contenant comme du contenu. Je pris congé quelques jours plus tard, ma mission achevée, avec les échantillons de papier que j'avais promis à Gérepu, et les souhaits de bon retour du hobereau. Ce même jour, il fut pris d'indisposition, et un mois plus tard, il mourait dans le sang et la folie, l'écume à la bouche. Le cousin recueillit la fille et son enfant. Aujourd'hui encore, je n'ai aucun regret, ni de mon geste, ni de mon choix d'une lente agonie. Quand je ne travaillais pas à éliminer les forgisés, je m'occupais de mon seigneur le prince Vérité. Je me rappelle la première fois où je gravis l'interminable escalier qui menait chez lui, un plateau entre les mains. Je m'attendais à trouver un garde ou une sentinelle à l'entrée, mais il n'y avait personne. Je toquai à la porte, et ne recevant pas de réponse, j'entrai sans bruit. Vérité était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, par laquelle soufflait une brise d'été venue de l'océan. La pièce aurait pu être agréable, ainsi aérée par cette chaude journée pleine de lumière. Pourtant, elle m'évoqua aussitôt une prison. Le fauteuil près de la fenêtre, une petite table à côté, les coins poussiéreux et remplis de petits bouts de roseau grisâtre, et puis Vérité lui-même, le menton sur la poitrine comme s'il dormait, alors que mes sens percevaient l'intense vibration de ses efforts. Il avait les cheveux ébouriffés, les joues bleues d'une barbe d'un jour, et il flottait dans ses vêtements. Je refermai la porte du bout du pied et déposai le plateau sur la table, après quoi je me redressai et attendis sans mot dire. Et quelques minutes plus tard, Vérité revint de là où il était parti. Il leva les yeux vers moi avec l'ombre de son sourire d'autrefois. Puis, il regarda le plateau. « Qu'est-ce que c'est ?»« Le petit déjeuner, messire. Tout le monde a mangé il y a des heures, sauf vous. »« Je l'ai déjà pris, mon garçon, tôt ce matin. Une espèce de soupe de poisson infecte. On devrait pendre les cuisinières. On n'impose pas ça aux gens dès le matin. » Il parlait d'un ton hésitant, comme un vieillard tremblant qui cherche à se rappeler son jeune temps. « C'était hier, messire. J'ôtais les couvercles des plats, pain chaud fourré de miel et de raisins secs, viande froide,
une assiette de fraises accompagnée d'un pot de crème, le tout en petites portions, presque comme pour un enfant. Je versai le thé fumant dans une chope. Il était abondamment aromatisé au gingembre et à la menthe poivrée pour couvrir le goût de l'écorce elfique broyée. Vérité regarda le breuvage, puis leva les yeux vers moi. « Imbre n'abandonne jamais, hein ?» Il avait dit cela d'un air détaché, comme si l'on prononçait le nom d'Imbre tous les jours dans le château. « Il faut manger si vous voulez continuer à travailler, » fis-je d'un ton neutre. « Sûrement, » répondit-il d'un air las, et il se tourna vers le plateau. On aurait dit que le repas artistement préparé n'était pour lui qu'une tâche assommante de plus à expédier. Il mangea sans goût et but le thé vaillamment, d'une seule gorgée, comme un médicament, sans que le gingembre ni la menthe ne le trompent un instant. Son repas à demi achevé, il fit une pause, soupira et resta un moment à regarder par la fenêtre. Puis il parut encore une fois revenir d'ailleurs et se contraignit à terminer tous les plats. Enfin il poussa le plateau de côté et se radossa, l'air épuisé. Je le contemplais avec stupéfaction. J'avais préparé moi-même l'infusion, et avec la quantité d'écorce elfique que j'y avais mise, Suie aurait volé par-dessus les cloisons de son box. « Mon prince ?» fis-je. Il ne réagit pas, et je posai ma main sur son épaule. « Vérité, vous allez bien ?»« Vérité, » répéta-t-il, comme hébété. « Oui, et je préfère ça, messire, ou mon prince, ou mon seigneur. C'est une manœuvre de mon père de t'envoyer ici. Oui, je peux peut-être encore le surprendre. Mais oui, appelle-moi Vérité. Et dis bien que j'ai mangé. Toujours obéissant. J'ai mangé. Va-t'en maintenant, mon garçon. J'ai du travail. » Il sembla faire un effort pour se réveiller, et à nouveau son regard devint lointain. J'empilai les plats sur le plateau en faisant le moins de bruit possible, et me dirigeai vers la porte. Mais alors que je soulevais le loquet, il m'appela. « Mon garçon !»« Messire ?»« Hein » fit-il sur le ton de la mise en garde. « Vérité ?»« Léon est dans mes appartements. Emmène-le faire un tour pour moi, veux-tu ? Il se languit. Inutile que nous dépérissions tous les deux. »« Oui, messire, Vérité. » Et c'est ainsi que le matin, qui de fait n'était plus de première jeunesse, me fut confié. Tous les jours, j'allais le chercher dans la chambre de Vérité, et nous arpentions les collines noires, les falaises et les plages à la recherche de loups qui n'y couraient plus depuis 20 ans. Comme Imbre l'avait remarqué, j'étais dans une forme physique déplorable, et au début, j'eus le plus grand mal à rester à la hauteur du chien, pourtant âgé. Mais les jours passant, nous nous remîmes l'un et l'autre en état, et Léon me rapporta même 1 ou 2 lapins. À présent que j'étais banni du domaine de Buric, je ne me faisais plus scrupule d'utiliser le vif quand je le désirais. Mais, comme je l'avais découvert depuis longtemps, nul lien ne se créait entre le molosse et moi, bien que je puisse communiquer avec lui. S'il s'était agi d'un chiot, il en eût sans doute été autrement. Mais il était vieux, et son cœur appartenait pour toujours à Vérité. Le vif ne donnait pas le pouvoir sur les bêtes, seulement un aperçu de leur vie intime. 3 fois par jour, je gravissais le raide escalier en colimaçon pour encourager Vérité à se nourrir et à échanger quelques mots avec moi. Parfois, j'avais l'impression de m'adresser à un enfant ou à un vieillard dodelinant. En d'autres occasions, il me demandait des nouvelles de Léon et me posait des questions précises sur ce qui se passait à Bourg-de-Castelserre. À certaines périodes, enfin, je m'absentais des journées entières pour exécuter mes autres missions. D'habitude, à mon retour, il ne paraissait s'être rendu compte de rien. Mais une fois, après l'excursion qui m'avait valu une blessure au couteau, il m'observa pendant que je rassemblais avec des gestes maladroits ces assiettes vides sur le plateau. Il rirait bien, s'il savait que nous assassinons les nôtres. Je me pétrifiais en me demandant que répondre,
car à ma connaissance, seul Subtil et Imbre était au courant de mes activités. Mais le regard de Vérité était à nouveau perdu au loin, et je sortis sans bruit. Je me mis, presque inconsciemment, à introduire des changements autour de lui. Un jour qu'il était en train de manger, je balayais la pièce, et dans la soirée, je fis un voyage spécial pour lui apporter un sac de roseaux et d'herbes. Je craignais un peu de le déranger, mais Imbre m'avait appris à me déplacer discrètement. Je travaillais sans lui parler, et il ne manifesta par aucun signe qu'il remarqua mes allées et venues. Mais la pièce fut enfin rafraîchie, et les fleurs de verveer se mêlaient aux herbes répandues pour donner un parfum revigorant. Une autre fois, je le trouvai endormi dans son fauteuil au dossier raide, et je lui apportai des coussins. Il les dédaigna, jusqu'au jour pourtant où il les disposa à son goût. La pièce demeurait nue, mais je sentais que cela lui était nécessaire, afin de préserver la constance de ses efforts. Aussi, ne lui fournissais-je que le strict minimum, ni tapisserie, ni tenture murale, ni vase de fleurs, ni carillon éolien, mais des pots de thym en fleurs pour apaiser les migraines qui le taraudaient, et un jour de tempête, une couverture pour le garder de la pluie et du froid qui l'assaillait par la fenêtre ouverte. Une fois, je le trouvai endormi dans son fauteuil, les membres aussi flasques que ceux d'un cadavre. Je bordai la couverture autour de lui, comme je l'aurais fait pour un invalide, et posai le plateau devant lui, sans découvrir les plats, afin de les maintenir au chaud. Puis je m'assis par terre, à côté de lui, adossé à un coussin qu'il avait négligé, et j'écoutais le silence de la pièce. Tout semblait presque paisible ce jour-là, malgré la pluie battante qui tombait au ras de la fenêtre ouverte et les rafales de vent qui y pénétraient par instants. Je dus m'assoupir, car c'est la main de Vérité dans mes cheveux qui me réveilla. « T'a-t-on commandé de veiller sur moi même quand je dors, mon garçon? Que redoute-t-on donc pour moi? » « Rien que je sache, Vérité. On m'a seulement dit de vous apporter vos repas et de veiller à ce que vous les preniez, pas davantage. » « Et la couverture, les coussins, les pots de fleurs? » « C'est de mon propre chef, mon prince. Ce n'est pas bon de vivre dans un tel dénuement. » Et en cette seconde, je pris conscience que nous communiquions, mais pas par la voix. Je me redressai brusquement et le regardai. Vérité aussi parut soudain reprendre connaissance. Il changea de position dans son fauteuil inconfortable. « Béni soit cette tempête qui me permet de me reposer. » Je l'ai dissimulé à 3 de leurs bateaux en persuadant les vigies qu'il ne s'agissait que d'un petit coup de tabac. Maintenant, ils appuient sur les avirons et ils scrutent la mer à travers la pluie pour essayer de maintenir leur cap. Et moi, j'en profite pour dormir enfin pour de bon. Il se tut. Puis, je te demande pardon, mon garçon. Ces derniers temps, l'art me paraît parfois plus naturel que la parole. Je ne voulais pas m'imposer à toi. C'est sans importance, mon prince. J'ai été surpris, c'est tout. Je suis incapable d'artiser par moi-même, sinon de façon déficiente et très erratique. J'ignore comment j'ai fait pour m'ouvrir à vous. Vérité, mon garçon, pas mon prince. Ce n'est le prince de personne qui est assis dans ce fauteuil, avec une chemise imprégnée de sueur et une barbe de 2 jours. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises que tu me débites? On t'a bien fait apprendre l'art, non? Je me rappelle encore comment la langue de patience a mis en pièces l'obstination de mon père. Il s'autorisa un sourire las. Galen a essayé de me l'enseigner, mais je n'avais pas de don. Il paraît qu'avec les bâtards, c'est souvent... Attends, grommela-t-il. Et l'instant d'après, il était dans mon esprit. Ça va plus vite comme ça, s'excusa-t-il, puis il marmonna. Mais qu'est-ce qui t'obscurcit donc à ce point? Ah! Et il ressortit aussitôt. Aussi efficace et adroit que Buric, arrachant une tique de l'oreille d'un chien. Il resta longtemps sans rien dire, et je l'imitais, des questions plein la tête. Je suis doué pour l'art, comme ton père. Pas Galen. Mais comment a-t-il pu devenir maître d'art alors? Demandai-je à mi-voix.
Vérité cherchait-il seulement à minimiser mon échec? Il hésita, comme s'il cherchait le meilleur abord pour un sujet délicat. Galen était un familier de la reine Désir, un favori. Elle a lourdement insisté pour que Sollicité le prenne comme apprenti. Je songe souvent que notre vieille maîtresse d'art devait être aux abois lorsqu'elle a accepté. Elle se savait près de la mort, elle a dû agir avec précipitation, et elle l'a regretté à la fin de ses jours. Et je pense qu'il n'avait pas la moitié de la formation nécessaire lorsqu'il est passé maître. Mais ce qui est fait, et nous n'avons que lui. Vérité s'éclaircit la gorge d'un air embarrassé. Je vais te parler le plus franchement possible, mon garçon, car je vois que tu sais tenir ta langue lorsque c'est nécessaire. Galen a obtenu cette place alors qu'il ne la méritait pas, et il n'y voit qu'une sinécure. Il n'a jamais vraiment appréhendé, je crois, le rôle du maître d'art. Bien sûr, il sait qu'il y a du pouvoir à la clé, et il s'en sert sans le moindre scrupule, mais Sollicité, elle, ne se contentait pas de prendre des airs importants, bien à l'abri de sa position. Elle était conseillère du roi Monté, et il existe un lien entre le roi et tous ceux qui pratiquent l'art pour lui. Elle s'était donnée pour mission de rechercher et d'instruire tous ceux qui manifesteraient un réel talent et le discernement nécessaire pour bien l'employer. Le clan auquel tu as participé est le premier que Galen ait créé depuis notre adolescence, à Chevalerie et moi. Et ses membres, il les a mal formés, je trouve. Il les a dressés, voilà, comme on dresse des perroquets et des singes à imiter l'homme, sans comprendre ce qu'ils font. Mais je n'ai que sous la main. Vérité se tourna vers la fenêtre et poursuivit un ton plus bas. Galen n'a aucune finesse. Il est aussi grossier que sa mère, et tout aussi présomptueux. Il se tut soudain et rougit comme s'il avait parlé sans réfléchir. Il reprit à mi-voix. L'art, c'est comme la parole, mon garçon. Je n'ai pas besoin de crier pour te faire savoir ce que je désire. Je peux m'adresser à toi, poliment, ou faire une allusion, ou me faire comprendre d'un signe de tête et d'un sourire. Je puis artiser un homme et le persuader que c'est de sa propre volonté qu'il veut me rendre service. Mais tous ces raffinements échappent à Galen. Dans l'emploi comme dans l'enseignement de l'art, il ne connaît que la force pour s'imposer. La privation et la douleur sont certes un moyen d'abaisser les défenses d'un individu, mais Galen ne croit en aucun autre. Sollicité, elle, utilisait la ruse. Elle me faisait observer un cerf-volant ou une poussière dans le soleil. Elle me faisait me concentrer dessus comme si rien d'autre n'existait au monde. Et d'un seul coup, elle était là, dans mon esprit, le sourire aux lèvres, et elle me complimentait. C'est elle qui m'a enseigné qu'être ouvert, c'est tout simplement ne pas être fermé. Et pour pénétrer dans l'esprit de quelqu'un, il suffit en grande partie de vouloir sortir du sien. Tu comprends, mon garçon? Plus ou moins, biaisai-je, plus ou moins. Il soupira. Je pourrais t'enseigner l'art si j'en avais le temps, mais je ne l'ai pas. Une dernière chose quand même. Progressais-tu bien avant qu'il ne te mette à l'épreuve? Non, je n'avais aucun talent. Attendez. Ce n'est pas vrai? Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Bien qu'assis, je vacillai soudain et ma tête heurta le bras du fauteuil. Vérité posa la main sur mon épaule. J'ai dû aller trop vite. Calme-toi, mon garçon. Quelqu'un t'a embrumé le cerveau. T'a embrouillé comme je le fais avec les navigateurs et les hommes de bar des pirates. Pour les convaincre, ils ont déjà relevé leur position et qu'ils suivent le bon cap. Alors qu'ils se dirigent sur un courant de travers, les persuader qu'ils ont passé un amer, alors qu'en réalité, ils ne l'ont pas encore vu. De la même façon, quelqu'un t'a fait croire que tu ne pouvais pas artiser. Galen! Ma certitude était absolue. Je savais même presque à quel moment il avait opéré. C'était le jour où il avait précipité son esprit contre le mien,
De cet instant, plus rien n'avait été pareil. Depuis, je vivais dans le brouillard. C'est probablement lui. Mais si tu l'as artisé si peu que ce soit, tu as dû voir ce que Chèvre lui a fait. Galen éprouvait une haine passionnelle pour ton père, avant que Chèvre n'en fasse son chien de manchon. Ça ne nous plaisait pas du tout, et nous aurions volontiers réparé son geste si nous avions su comment nous y prendre, et ce avant que Sollicité s'en aperçoive. Mais Chèvre était très fort à l'art. Et puis, nous n'étions que de grands gosses à l'époque, et Chèvre était dans une colère noire quand il a agi, à cause de quelque chose que Galen m'avait fait. Mais même quand il n'était pas en colère, se faire artiser par lui, c'était comme se faire piétiner par un étalon, ou plutôt, comme se faire enfoncer la tête sous l'eau dans un fleuve impétueux. Il te rentrait dedans comme une masse. Il larguait son renseignement et repartait aussi vite qu'il était venu. Il s'interrompit le temps de soulever le couvercle de sa soupe. Je supposais que tu étais au courant de tout ça. Quoique, maintenant que j'y pense, je ne vois fichtre pas comment tu aurais pu le savoir. Qui aurait pu te le dire? Je revins en vol sur une phrase qu'il m'avait prononcée. Vous pourriez m'apprendre l'art? Si j'avais du temps, oui. Beaucoup de temps. Tu nous ressembles beaucoup à Chèvre et à moi, à l'époque de notre apprentissage, instable et doué, mais incapable de comprendre comment maîtriser ce don. Et Galen t'a marqué, balafré, disons. Il y a en toi des murailles que je n'arrive pas à franchir, et pourtant, je suis doué, moi aussi. Il faudrait que tu apprennes à les abattre. C'est difficile, mais je pourrais t'y aider, oui. Si nous disposions d'une année sans rien d'autre à faire. Il repoussa son assiette de soupe. Mais nous n'avons pas le temps. Mes espoirs s'écroulèrent à nouveau. Cette seconde vague de déception m'engloutit et me broya contre les rochers de la frustration. Mes souvenirs se réordonnèrent et, dans une brusque montée de colère, je compris tout ce qu'on m'avait fait subir. Sans martel, je me serais jeté du haut de la tour. Galen avait essayé de me tuer. C'était aussi évident que s'il avait eu un poignard à la main, et nul n'aurait su qu'il m'avait battu à mort, sauf les membres loyaux de son clan. Et bien qu'il ne fût pas arrivé à ses fins, il m'avait privé de la possibilité d'apprendre l'art. Il m'avait rendu infirme, et j'allais... Je me levai d'un bond, fou de rage. « Oh là !» fit Vérité. « Doucement, sois prudent. On t'a fait du tort, mais ce n'est pas le moment de semer la discorde dans le château. Pour le bien du royaume, mets tes griefs de côté en attendant le jour où tu pourras les résoudre discrètement. » D'une inclinaison de la tête, je reconnus la sagesse de ses paroles. Il découvrit un plat qui contenait une petite volaille rôtie. Il laissa retomber le couvercle. « D'ailleurs, pourquoi veux-tu apprendre l'art? Ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas un métier pour un homme. »« Pour vous aider, » dis-je sans réfléchir. Mais c'était vrai. Autrefois, c'eût été pour me montrer le digne fils de chevalerie, pour impressionner Buric ou Imbre, pour accroître ma position dans le château. Mais maintenant que j'avais vu, jour après jour, ce que faisait Vérité, sans louange ni reconnaissance de la part de ses sujets, je désirais lui apporter mon soutien et rien de plus. « Pour m'aider » répéta-t-il. La tempête faiblissait, et avec une résignation lasse, il leva les yeux vers la fenêtre. « Remporte ces plats, mon garçon. Je n'ai pas le temps d'y toucher. »« Mais vous avez besoin de force, » protestai-je. Je me sentis coupable. Le temps qu'il m'avait accordé, il aurait dû l'employer à manger et à dormir. Je sais, mais je n'ai pas le temps. Manger demande de l'énergie. C'est bizarre quand on y pense. Et je n'en ai pas à gaspiller pour ça. Ses yeux se faisaient lointains, perdus dans les rideaux de pluie de moins en moins violents. Je vous donnerais ma force, Vérité, si je le pouvais. Il se tourna vers moi avec un regard étrange. « C'est vrai? Tu en es bien sûr ?» La raison de sa véhémence m'échappait, mais ma réponse ne faisait pas de doute. « Naturellement que c'est vrai. » Puis, plus calmement, « Je suis l'homme lige du roi.
et tu es de mon sang. Renchérit-il. Il soupira. L'espace d'un instant, il parut se sentir mal. Ses yeux se portèrent à nouveau sur son repas, puis sur la fenêtre. Il y a tout juste le temps, murmura-t-il. Mais ça pourrait suffire. Maudit soyez-vous, père. Faut-il toujours que vous l'emportiez? Enfin. Approche-toi, mon garçon. Il y avait dans sa voix une tension qui m'effrayait, mais j'obéis. Alors, il leva la main et la posa sur mon épaule, comme s'il avait besoin d'un appui pour se redresser. Je me retrouvai allongé par terre, un oreiller sous ma tête et la couverture que j'avais apportée quelques jours auparavant jetée sur moi. Vérité était debout, appuyé au rebord de la fenêtre, et il regardait dehors. La concentration le faisait trembler, et je percevais presque l'art qu'il pratiquait comme les coups de bélier des vagues contre une falaise. « Droit sur les rochers !» fit-il, avec une profonde satisfaction, et il se détourna brusquement de la fenêtre. Il m'adressa un grand sourire, un sourire carnassier qui s'effaça tandis qu'il m'observait. « Un vrai veau à l'abattoir, » dit-il d'un ton lugubre. « J'aurais dû me douter que tu ne savais pas de quoi tu parlais. »« Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» demandai-je non sans mal. J'avais les dents qui claquaient, et des tremblements dans tout le corps comme si j'avais la grippe. J'avais l'impression que mon squelette allait se disloquer. Tu m'as offert ton énergie. Je l'ai prise. Il remplit une tasse d'infusion, puis s'agenouilla pour la porter à mes lèvres. Doucement. J'étais pressé. Je t'ai dit tout à l'heure que Chevalerie artisait comme un taureau. Que dire de moi alors? Il avait retrouvé sa cordialité bourrue et sa bonne nature d'autrefois. C'était Vérité telle que je ne l'avais plus vue depuis des mois. J'avalai une gorgée d'infusion. L'écorce elfique me piqua la bouche et la gorge, et mes tremblements se calmèrent. Vérité en prit une lampée à son tour d'un air absent. Dans l'ancien temps, fit-il sur le ton de la conversation, le roi puisait sa force dans son clan. Une demi-douzaine d'hommes, voire davantage, tous accordés les uns aux autres, capables d'unir toutes leurs énergies et de les mettre à la disposition du souverain. Telle était leur véritable raison d'être, fournir leur puissance à leur roi ou à un de leurs membres désignés. Je crois que ça, Galen a du mal à le concevoir. Son clan est une création artificielle, et ses membres sont comme des chevaux, des bouvillons et des mulets qu'on aurait harnachés ensemble. Ce n'est pas un vrai clan. Il leur manque l'unité d'esprit. Vous m'avez pris de l'énergie? Oui. Crois-moi, mon garçon, en temps ordinaire, je m'en serais bien gardé, mais j'en avais un besoin urgent, et j'ai cru que tu savais ce que tu faisais. Tu t'es présenté comme l'homme lige du roi, selon l'ancienne dénomination, et nous sommes si proches par le sang que je savais pouvoir puiser en toi. Il reposa brutalement la chope sur le plateau. Le dégoût rendit sa voix plus grave, subtile, toujours en train de déplacer des pions, de faire tourner des rouages, de mettre des balanciers en mouvement. Ce n'est pas un hasard si c'est toi qui m'apportes mes repas, mon garçon. Il te mettait ainsi à ma disposition. Il tourna un moment dans la pièce, puis il s'arrêta devant moi. Ça ne se reproduira plus. Ce n'était pas si terrible, répondis-je d'une voix faible. Ah non? Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te lever alors? Ou seulement pour t'asseoir? Non. Tu n'es qu'un jeune garçon tout seul, pas un clan. Si je ne m'étais pas aperçu de ton ignorance, et si je ne m'étais pas retiré à temps, j'aurais pu te tuer. Ton cœur et tes poumons auraient cessé de fonctionner, tout simplement. Je refuse de puiser encore en toi, au nom de qui que ce soit. Tiens. Il se baissa, me souleva sans effort, et me déposa dans son fauteuil. Repose-toi un peu, et mange. Moi, je n'en ai pas besoin pour le moment. Quand tu te sentiras mieux, va trouver Subtil et dis-lui de ma part que ta présence me distrait, et que dorénavant, je souhaite que ce soit un garçon de cuisine qui m'apporte mes repas. Je voulus protester. Vérité? Non, mon prince,
car sur ce sujet, je suis ton prince, et j'entends que tu m'obéisses. Mange maintenant. » J'inclinai la tête, accablé, mais je mangeais néanmoins, et l'écorce elfique me ragaillardit plus vite que je ne l'avais prévu. Bientôt, je pus me lever et j'empilai les plats sur le plateau, avant de me diriger vers la porte. Je soulevai le loquet. « Fitz chevalerie loin voyant !» Ces mots me pétrifièrent. Je me retournai lentement. « C'est ton nom, mon garçon. Je l'ai inscrit moi-même dans le journal militaire le jour où on t'a amené devant moi. Ça aussi, je croyais que tu le savais. Cesse de te considérer comme un bâtard, Fitz chevalerie loin voyant. Et n'oublie pas d'aller voir Subtil aujourd'hui même. » « Au revoir, » dis-je à mi-voix, mais il regardait déjà par la fenêtre. Voilà où nous en étions au cœur de l'été. Humbre absorbé dans ses tablettes, Vérité assis à sa fenêtre, Royal occupé à courtiser une princesse au nom de son frère, et moi à tuer discrètement pour mon roi. Les ducs de l'intérieur et ceux des côtes s'opposaient autour des tables de conseil, feulaient et se crachaient à la figure comme des chats autour d'un poisson. Et au-dessus de la mêlée, Subtil, telle une araignée, tenait les fils de sa toile bien tendue, attentif à la moindre vibration de l'un ou de l'autre. Les pirates nous harcelaient, comme des poissons rats une pièce de viande au bout d'un hameçon, nous arrachant des lambeaux de notre peuple pour les forgiser. Et les forgiser à leur tour devenaient un tourment pour notre terre, mendiants, prédateurs ou charges pour les familles. Les gens redoutaient de pêcher, de commercer ou de labourer dans les plaines alluviales du bord de mer. Pourtant, il fallait augmenter les impôts pour nourrir les soldats et les guetteurs, bien qu'ils parussent incapables de défendre le pays malgré leur nombre sans cesse croissant. À contre-cœur, Subtil m'avait libéré de mon service auprès de Vérité. Il y avait plus d'un mois que le roi ne m'avait pas fait venir chez lui lorsqu'il me fit soudain convoquer un matin. « Le moment est mal choisi pour me marier », disait Vérité. Je regardais le teint plombé de l'homme décharné qui partageait la table du petit déjeuner du roi, en me demandant s'il s'agissait bien du prince vigoureux et enjoué de mon enfance. Que son état avait donc empiré en l'espace d'un mois. Il tripotait un morceau de pain, le reposait, puis le reprenait. Ses joues avaient perdu leur couleur. Il avait les cheveux ternes, les muscles amollis et le blanc des yeux jaunes. Si ça avait été un chien, Buric lui aurait administré un vermifuge. Sans y avoir été invité, je dis « J'ai chassé avec Léon il y a 2 jours. Il m'a rapporté un lapin. » Vérité se tourna vers moi, et l'ombre de son sourire d'autrefois joua sur ses lèvres. « Tu as emmené mon chien de loup chasser le lapin ?» Il s'est bien amusé, mais vous lui manquez. Il m'a rapporté le lapin, et je l'ai complimenté, mais il n'avait pas l'air satisfait. Je ne pouvais pas lui raconter que tout, dans le regard que m'avait adressé Léon et dans son attitude, criait « Pas pour toi !» Vérité prit son verre. Un infime tremblement agitait sa main. « Je suis content qu'il sorte avec toi, mon garçon. » Ça vaut mieux que... Subtil l'interrompit. « Le mariage redonnera du courage au peuple. Je me fais vieux, Vérité, et l'époque est troublée. Les gens ne voient plus la fin de leur tracas, et je n'ose pas leur promettre de solutions que nous ne possédons pas. Les Outriliens ont raison, Vérité. Nous ne sommes plus les guerriers qui se sont installés sur cette terre. Nous sommes devenus un peuple rangé, et un peuple rangé est sensible à certains dangers, que ne connaissent pas les nomades ni les vagabonds, et qui peuvent l'anéantir. Quand des gens installés recherchent la sécurité, ils recherchent la continuité. » J'adressai au roi un regard perçant. C'était une citation d'Imbre. J'en aurais parié mon sang. Fallait-il en déduire qu'Imbre participait à la conclusion de ce mariage? Avec un intérêt nouveau, je me demandais encore une fois pourquoi j'avais été convoqué. « Il s'agit de rassurer notre peuple, Vérité. Tu n'as pas le charme de Royal,
ni la prestance qui permettait à Chevalerie de convaincre tout le monde qu'il était capable de régler tous les problèmes. Ce n'est pas un défaut. De toute notre lignée, tu es un des plus doués pour l'art, et, en bien des époques, tes talents de soldat auraient eu davantage de poids que toute la diplomatie de chevalerie. Cela sentait nettement son discours appris par cœur. Subtil s'interrompit pour se préparer une tartine de fromage et de confiture, dans laquelle il mordit d'un air pensif. Vérité ne disait rien, les yeux fixés sur son père. Il paraissait à la fois attentif et troublé, épuisé en réalité, comme un homme qui essaie de toutes ses forces de rester éveillé, alors qu'il n'a qu'une envie, poser la tête sur l'oreiller et fermer les yeux. Mes brèves expériences de l'art et de la concentration divisée qu'il fallait exercer pour résister à sa séduction, tout en le pliant à sa volonté, tout cela m'emplissait de stupéfaction quand je pensais que Vérité le maniait quotidiennement. Le regard de Subtil se porta un instant sur moi, puis revint sur son fils. « Pour employer des termes simples, tu dois te marier. Et plus encore, tu dois avoir un enfant. Cela redonnera du cœur au peuple. Les gens diront, « Bah, les choses ne vont pas si mal puisque notre prince n'a pas peur de se marier et d'avoir un enfant. Il ne ferait pas ça si le royaume était au bord de l'effondrement. » Mais ni vous ni moi ne serions dupes, n'est-ce pas, père? Le ton de Vérité avait quelque chose de grinçant, et j'y perçus une rancœur nouvelle. « Vérité, » fit le roi, mais son fils lui coupa la parole. « Mon roi, » dit-il avec solennité, « nous savons, vous et moi, que le désastre nous guette. Il ne peut pas, il ne doit pas y avoir le moindre relâchement de notre vigilance à l'heure où nous sommes. Je n'ai pas le temps de jouer les jolis cœurs et encore moins de m'occuper des subtiles négociations visant à trouver une fiancée royale. Tant que le climat sera doux, les pirates continueront d'attaquer, et quand il se dégradera, et que les tempêtes chasseront leurs vaisseaux vers leur port d'attache, il faudra tourner nos pensées et nos énergies sur la fortification de nos côtes et la formation d'équipage pour garnir nos navires d'attaque. C'est de cela que je veux discuter avec vous. Construisons notre propre flotte, non pas de gros navires marchands pour tenter les pirates, mais des bateaux de guerre élancés tels que nous en possédions autrefois et que nos charpentiers de marine savent encore les fabriquer. Ensuite, déplaçons le combat chez les Outriliens eux-mêmes, oui, même au milieu des tempêtes d'hiver. Nous avions des marins et des guerriers de ce tempérament il n'y a pas si longtemps. Si nous nous mettons au navire et à l'entraînement des hommes dès maintenant, nous pourrons au moins garder les pirates à distance de nos côtes au printemps prochain et peut-être l'hiver suivant, pour nous. Cela exigera de l'argent. Et une population terrifiée ne donne pas facilement. Pour obtenir les fonds nécessaires, il faut que nos marchands aient assez confiance pour continuer à travailler, que nos fermiers ne redoutent pas de faire paître leurs troupeaux sur les herbages et les prés côtiers. On en revient toujours au fait que tu dois prendre femme, Vérité. Ce dernier, si animé lorsqu'il parlait de navires de guerre, se renfonça dans son fauteuil. Il parut se tasser, comme si une pièce de sa charpente intérieure avait cédé. Je m'attendais presque à le voir s'effondrer sur lui-même. « Comme il vous plaira, mon roi, » dit-il, mais en même temps, il secouait la tête, niant son propre acquiescement. « Je ferai comme vous le jugerez avisé. Tel est le devoir d'un prince envers son roi et son royaume. Mais pour l'homme que je suis, père, c'est une affaire bien triste et bien insipide que de prendre une épouse choisie par mon frère cadet. Je gage que lorsqu'elle se tiendra devant moi, elle ne me considérera pas comme un bien grand cadeau après avoir vu Royal. » Vérité baissa les yeux sur ses mains, dont la pâleur faisait ressortir les cicatrices du labeur et de la guerre. J'entendis son nom dans les paroles qu'il prononça ensuite. « J'ai toujours été votre second fils, d'abord derrière Chevalerie, le beau, le fort, le sage, et à présent derrière Royal, le fin, le charmant, le maniéré. Je sais que vous voyez en lui un meilleur successeur que moi, et je ne suis pas toujours loin de le penser moi-même. Je suis né second,
J'ai été élevé pour être second. Je croyais que ma place serait derrière le trône, pas dessus. Et cela ne me dérangeait pas que Chevalerie doive un jour vous succéder, car mon frère m'estimait grandement. Sa confiance en moi était comme un honneur. Elle me donnait l'impression de participer à ses succès. Être le bras droit d'un tel roi valait mieux qu'être le roi de maint pays de moindre importance. J'avais foi en lui, comme il avait foi en moi. Mais il est mort, et je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il n'existe aucun lien de même nature entre Royal et moi. Peut-être trop d'années nous séparent-elles. Peut-être Chevalerie et moi étions-nous si proches qu'il ne restait pas place entre nous pour un troisième. Mais je ne crois pas que Royal ait cherché une femme qui sache m'aimer, ni qui... « Il t'a choisi une reine !» dit Subtil, d'un ton tranchant. Je compris alors que cette discussion entre eux n'était pas la première sur ce sujet, et je sentis le roi agacé que j'en sois témoin. « Royal n'a choisi une femme ni pour toi, ni pour lui, ni pour aucune raison imbécile de ce genre. Il a choisi une femme qui doit devenir la reine de notre pays, des 6 duchés, une femme susceptible de nous apporter l'argent, les hommes et les accords commerciaux dont nous avons besoin en ce moment si nous voulons survivre aux pirates rouges. Ce n'est pas avec des mains douces et un parfum suave que tu bâtiras tes navires, Vérité. Tu dois te déprendre de ta jalousie envers ton frère. Tu ne vaincras pas l'ennemi si tu n'as pas confiance en ceux qui te soutiennent. » Précisément, répondit Vérité à mi-voix. Il repoussa sa chaise. « Où vas-tu » demanda Subtil d'un ton irrité. « Faire mon devoir. Que me reste-t-il d'autre » L'espace d'un instant, Subtil parut désarçonné. « Mais tu n'as presque rien mangé. » Sa voix mourut. « L'art tue tous les autres appétits, vous le savez comme moi. » Oui. Subtil se tut. Puis, « Et je sais aussi, tout comme toi, que quand cela arrive, c'est qu'on est au bord du gouffre. L'appétit de l'art est de ceux qui dévorent l'homme, pas de ceux qui le nourrissent. » Tous deux semblaient avoir oublié ma présence. Je me fis tout petit et grignotais discrètement mon gâteau comme une souris dans son coin. Mais quelle importance qu'un homme se fasse dévorer s'il sauve ainsi un royaume. Vérité ne cherchait pas à dissimuler son amertume, et pour moi, il était clair qu'il ne faisait pas allusion seulement à l'art. Il écarta son assiette. « Après tout, poursuivit-il d'un ton lourd de sarcasme, il vous reste un autre fils pour porter votre couronne. Un fils qui n'est pas défiguré par les cicatrices de l'art. Un fils libre de se marier comme il lui plaît. Ce n'est pas la faute de Royal s'il ne possède pas l'art. C'était un enfant chétif, trop, pour que Galène le forme. Et puis, qui aurait pu prévoir que 2 princes artiseurs seraient insuffisants? » Subtil se leva brusquement et traversa toute la longueur de la salle jusqu'à une fenêtre. Il s'accouda au rebord et regarda la mer en contrebas. « Je fais ce que je peux, » ajouta-t-il d'un ton plus calme. « Crois-tu que je suis indifférent, que je ne vois pas comme tu te consumes ?» Vérité poussa un long soupir. « Non, je sais. C'est l'épuisement de l'art qui parle, pas moi. L'un de nous, au moins, doit garder la tête claire et s'efforcer d'appréhender la situation dans son ensemble. Moi, je dois me concentrer sur ma tâche, envoyer mon esprit au loin, puis trier mes perceptions, départager le navigateur des rameurs, flairer les peurs secrètes que l'art peut magnifier, trouver les cœurs faibles parmi l'équipage et m'attaquer à eux en premier. Quand je dors, c'est d'eux que je rêve, et quand je mange, c'est encore eux qui m'obstruent la gorge. Je n'ai jamais aimé cela, vous le savez, père. Cela ne m'a jamais paru digne d'un guerrier, de fureter, d'espionner ainsi dans l'esprit des hommes. Qu'on me donne une épée, et j'irai joyeusement leur explorer la tripe. Ça, oui. Je préfère désarmer un homme avec du bon acier que d'obliger les molosses de son esprit à lui déchirer les talons. Je sais, dit Subtil d'un ton apaisant. Mais je crois qu'il ne comprenait pas vraiment. Moi, par contre, j'étais sensible au dégoût que sa tâche inspirait à Vérité. Je ne pus m'empêcher de lui dire que je le partageais, et je perçus qu'il s'en sentait bizarrement souillé.
mais mon visage et mes yeux n'exprimaient aucun jugement lorsqu'il me regarda. À un niveau plus profond de moi-même rôdait un insidieux sentiment de culpabilité, celui d'avoir échoué à apprendre l'art et de n'être d'aucun secours à mon oncle en cette période troublée. Je me demandais s'il songeait à puiser à nouveau dans mon énergie. Cette pensée m'effrayait. Pourtant, je m'armai de courage et attendis qu'il m'en fasse la requête. Mais il se contenta de m'adresser un sourire bienveillant, bien qu'absent, comme si, pas un instant, il n'avait envisagé la chose. Et en passant derrière mon siège, il me tapota gentiment les cheveux de la même façon qu'il aurait caressé la tête de Léon. « Sors mon chien pour moi, même s'il ne s'agit que de chasser le lapin. Ça me crève le cœur de l'abandonner dans ma chambre le matin, mais son air misérable de supplication muette me distrayait de ma tâche. » J'acquiesçais, surpris de ce que je sentais émaner de lui, l'ombre de la même douleur que j'avais connue en étant séparé de mes chiens. « Vérité !» Il se retourna au son de la voix de Subtil. « J'allais oublier de te dire ce pourquoi je t'ai fait venir. Il s'agit naturellement de la princesse montagnarde. Ketkin, je crois. Ketriken. Je me rappelle au moins ça. C'était une petite fille maigrichonne la dernière fois que je l'ai vue. C'est donc elle que vous avez choisie ? Oui, pour toutes les raisons dont nous avons parlé. Et une date a été arrêtée, 10 jours avant notre fête de la moisson. Il faudra que tu partes au début de la saison de récolte pour être chez elle à temps. Là, il y aura une cérémonie devant tout son peuple qui vous unira et scellera nos différents accords, et un mariage formel plus tard, à votre retour ici. Royal s'occupe de faire savoir que tu dois... L'agacement assombrissait le visage de Vérité. C'est impossible. Vous le savez bien. Si je quitte mon poste à la saison de récolte, je n'aurai plus de royaume où ramener une promise. Les Autriliens sont toujours le plus rapaces et le plus téméraires pendant les derniers mois avant les tempêtes d'hiver qui les chassent sur leurs malheureuses côtes. Croyez-vous qu'il en ira différemment cette année? En ramenant Ketriken, j'aurai toutes les chances de trouver les pirates en train de festoyer ici, à Castelserre, avec votre tête au bout d'une pique pour m'accueillir. Le roi Subtil était manifestement en colère, mais il se contint pour demander calmement. Penses-tu vraiment qu'il nous mettrait à ce point aux abois si tu cessais tes efforts une vingtaine de jours? J'en suis certain, répondit Vérité avec lassitude, autant que du fait que je devrais être à mon poste au lieu de discuter avec vous. Père, dites-leur qu'il faut remettre la cérémonie à plus tard. J'irai chercher Ketriken dès qu'il y aura une bonne épaisseur de neige sur le sol et un bon coup de tabac qui repoussera les pirates dans leur port. Ce n'est pas possible, dit Subtil avec regret. Ils ont certaines croyances à eux, là-haut dans les montagnes. Un mariage conclu en hiver empêche le grain de lever. Tu dois prendre ta femme à l'automne, lorsque la terre donne, ou en fin de printemps, lorsqu'ils labourent leurs petits champs. C'est hors de question. Quand le printemps parvient dans leurs montagnes, il fait déjà un temps splendide chez nous, et les pirates sont depuis longtemps à nos portes. Ils peuvent comprendre ça, tout de même. Vérité secoua la tête, comme un cheval nerveux au bout d'une bride trop courte. Visiblement, il voulait s'en aller. Aussi haïssable que fût son travail avec l'art, il y était irrésistiblement attiré. Il avait envie de s'y remettre, une envie qui n'avait rien à voir avec la protection du royaume. Subtil s'en rendait-il compte? Et Vérité lui-même? Leur faire comprendre, c'est une chose, répondit le roi. Exiger qu'ils marchent sur leurs traditions, c'en est une autre. Vérité, cette cérémonie doit avoir lieu, et au jour dit. Subtil se massa les tempes comme s'il avait mal à la tête. Nous avons besoin de cette union. Nous avons besoin des soldats que cette jeune fille nous amènera. Nous avons besoin de ses présents de mariage. Nous avons besoin du soutien de son père. Ça ne peut pas attendre. Ne pourrais-tu voyager en litière fermée pour ne pas avoir de monture à surveiller et continuer à œuvrer avec l'art? Cela te ferait peut-être même du bien de mettre le nez dehors, de respirer un peu d'air frais, et... Non! Vociféra Vérité.
Et Subtil se retourna brusquement, si bien qu'on lui dit acculé à la fenêtre. Vérité asséna un violent coup de poing à la table, avec un emportement que je n'aurais jamais suspecté en lui. « Non, non et non ! Je ne peux accomplir mon travail et repousser les pirates de nos côtes, cahotés en tous sens dans une litière. Et non, je ne me présenterai pas devant cette épouse que vous m'avez choisie, devant cette femme que je me rappelle à peine, dans une litière, comme un invalide ou un crétin bavant. Je ne veux pas qu'elle me voie ainsi, ni que mes hommes ricanent dans mon dos en disant « Ah, voilà où en est le vaillant Vérité, réduit à voyager comme un vieillard tremblant, offert dans une litière comme une putain outrilienne. » Qu'avez-vous fait de votre intelligence pour inventer des plans aussi stupides? Vous avez été chez les montagnards, vous connaissez leurs coutumes. Croyez-vous qu'une de leurs femmes accepterait un homme qui viendrait la trouver avec des airs souffreteux? Même dans leur famille royale, on abandonne un enfant s'il lui manque quoi que ce soit à la naissance. Vous flanqueriez en l'air votre propre plan et vous laisseriez par la même occasion les six duchés exposés au coup des pirates rouges. Alors peut-être rien du tout. Il y a un navire rouge, en ce moment même, qui arrive en vue de l'île de l'Œuf, et son capitaine commence à ne plus tenir compte du mauvais présage qu'il a vu en rêve la nuit dernière, et son navigateur corrige son cap en se demandant comment il a pu rater les repères de la terre. Déjà, tout le travail que j'ai fait cette nuit, pendant que vous dormiez et que Royal buvait et dansait avec ses courtisanes, tout ce travail est en train de se gâcher alors que nous sommes ici à bavasser. Père, arrangez cette affaire. Débrouillez-vous comme vous l'entendez, et comme vous le pouvez, du moment que je n'ai rien d'autre à faire qu'artiser, tant que le beau temps persécute nos côtes. Tout en parlant, Vérité s'était approchée de la sortie, et le claquement de la porte noya presque ses derniers mots. Subtil demeura sans rien dire pendant quelques instants. Puis, il se frotta les yeux. Mais j'ignore si c'était par lassitude, pour essuyer des larmes, ou à cause d'une poussière. Ensuite, il promena ses regards sur la chambre et fronça les sourcils lorsqu'ils tombèrent sur moi, comme perplexe devant un objet qui ne serait pas à sa place. Puis il se rappela la raison de ma présence apparemment, car il dit d'un ton sec « Eh bien, ça s'est bien passé finalement. Mais il faut trouver un moyen. Quand Vérité ira chercher son épouse, tu l'accompagneras. » « Si tel est votre souhait, mon roi, » répondis-je d'un ton uni. « C'est mon souhait. » Il s'éclaircit la gorge, puis se retourna vers la fenêtre. « La princesse n'a qu'un frère plus âgé qu'elle. Il n'est pas en bonne santé. Autrefois, il était bien portant et vigoureux, mais il a pris une flèche en pleine poitrine dans les champs de glace. Il a été transpercé de part en part, d'après ce que Royal a entendu dire. Devant et derrière, la blessure s'est cicatrisée, mais l'hiver, il tousse et crache le sang, et l'été, il est incapable de tenir sur un cheval et d'entraîner ses hommes plus d'une demi-matinée. Connaissant les montagnards, il est très surprenant qu'il soit leur roi servant. Je réfléchis un instant. Chez eux, la coutume est la même que la nôtre. Homme ou femme, c'est le premier-né qui hérite. Oui, c'est ainsi, dit Subtil à mi-voix, et je sus ce qu'il pensait. 7 duchés seraient plus forts que 6. Et le père de la princesse Kétriken, demandai-je, comment se porte-t-il? Aussi bien qu'on peut le souhaiter pour un homme de son âge. Je suis sûr qu'il aura un règne long et sage, au moins pour la décennie à venir, et qu'il préparera un royaume uni et confiant pour son héritier. Nos ennuis avec les pirates rouges seront alors probablement réglés depuis longtemps, et Vérité aura tout le temps de s'intéresser à d'autres sujets. Sans doute. Les yeux du roi croisèrent enfin les miens. Quand Vérité ira chercher son épouse, tu l'accompagneras, répéta-t-il. Tu saisis quels seront tes devoirs. Je compte sur ta discrétion. J'inclinai la tête. Comme il vous plaira, mon roi.